Parti pour l'enregistrement. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver grâce à Midrashet Juda Manito. On a le plaisir d'être avec Eliezer Charodowski. Tu vas nous parler d'un sujet, c'est le cas de le dire, très très actuel. Tu vas nous parler du Liban, 3700 ans d'histoire commune. Je rappelle que c'est la deuxième partie, donc si vous avez raté la première partie, vous la retrouvez sur le site de Midrashet Juda Manito et également sur le YouTube. Bonne étude, Bechavod Eliezer. Ouais, c'est génial. T'es pas seul là. T'es pas seul, Johan. Ouais, ouais, ouais. Des membres d'une famille toujours grandissante, ça fait toujours plaisir à voir. Effectivement, on se retrouve pour les derniers 50 ans et plus de l'histoire commune et particulièrement hostile entre Israël, le peuple juif, et le Liban, nouvelle version. Le Liban, nouvelle version, je rappelle en deux mots ce dont on a parlé. La dernière fois, on a parlé que le Liban s'était souvent présenté comme la Suisse, le Paris du Moyen-Orient, la Suisse du Moyen-Orient, la seule démocratie du monde arabe qui fonctionne depuis l'acquisition d'indépendance en 1943, la frontière la plus calme d'Israël. À peine ils ont participé à la guerre d'indépendance, ils étaient les premiers avec lesquels on a conclu des accords d'armistice. Ensuite, ils n'étaient pas là pour la guerre de 67, de 73, etc. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec une collaboration entre le mouvement sioniste et les maronites, où ils voyaient véritablement euh, les intérêts communs et puis se féliciter de l'indépendance juive. On a parlé de la rencontre entre Chaim Weizmann et Émile Eudé à Paris en 1937, où ils se félicitaient des recommandations de la commission Peel, etc., etc. On parlait beaucoup de choses, de juifs qui passaient par la frontière libanaise pour contourner le blocus britannique durant la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup, beaucoup d'autres choses, et aussi de la communauté juive qui était là-bas, qui n'est pas très grande, mais qui comptait 9 000 juifs et qui était la seule à avoir véritablement subsisté sans, sans pogrom en 48, 67, euh, au contraire, à l'opposé des communautés juives de Syrie, d'Irak, etc., etc. Bon, et maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble ce qui s'est passé les 54 dernières années. Parce que là, il y a eu un changement euh, total de nos relations, et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. De la frontière la plus calme, c'est devenu la frontière la plus chaude. C'est devenu pas seulement la frontière la plus chaude, mais la seule frontière où les hostilités sont menées quasiment sans interruption depuis le début des années 70. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, que veut dire ce changement de stratégie. Euh, et quel rapport entre ce qui s'est passé avec au Liban et ce qui se passe en Judée-Samarie. C'est un point très important. Il y a un rapport intrinsèque qui s'est lié dès 1970 entre le Liban, Liban Sud, pas le gouvernement du Liban, pas l'armée libanaise, mais entre les différents groupuscules qui se sont établis au Liban, groupuscules, grands groupuscules, des armées terroristes qui se sont établis au Liban. Et et le rapport très intense qui s'est noué entre eux et les Arabes de Gaza, de Judée et Samarie, et qui, si on peut s'exprimer ainsi, prospère dans les dernières décennies. Maintenant, lorsque vous lisez
des livres des généraux et des spécialistes de la géopolitique en Israël, eh bien, vous voyez très souvent le terme que la dernière grande guerre entre Israël et les États arabes, c'était la guerre de Kippour. Effectivement, c'était la dernière guerre où les avions d'État, les chars, des divisions de chars, etc., des artilleries et des armées étaient en confrontation sur le Golan, sur le Sinaï, et où Israël devait faire face à un danger très grand, imminent, dont la source était des États arabes, des États reconnus, des États ennemis, hostiles, mais des États reconnus. Et puis, depuis 1973, il n'y a plus eu de guerre qui opposait Israël à un État arabe. Bon, certes, il y a eu des guerres il y a la première guerre libanaise, où aussi ont pris part des divisions syriennes. Mais l'essentiel de cette guerre n'était pas contre la Syrie. Il y a eu des attaques sur la frontière jordanienne, mais c'était des attaques par des soldats contre les ordres de etc., de leur commandement. Il n'y a pas eu de guerre qui opposait Israël à un État arabe. Et alors attendez, alors qu'est-ce qui se passe pendant la seconde guerre du Liban et la première guerre du Liban et toutes les opérations qui étaient menées de 1970 jusqu'à nos jours, la guerre de nos jours, et bien toutes ces guerres, c'est pas contre des États, ou du moins de manière immédiate, dans l'immédiat, mais on combat des armées terroristes, des armées d'organisations terroristes qui n'ont pas le statut d'État. Le Hamas n'a pas le statut d'État. Il a peut-être transformé Gaza en entité étatique terroriste, mais il n'a pas de représentation aux Nations Unies. Et il n'est pas tenu de se faire aussi de respecter la loi internationale. Il en va de même avec le Hezbollah. Vous pouvez dire, ah, le Hezbollah, il s'est emparé du Liban. Oui, peut-être. Mais en attendant, il y a un gouvernement libanais, il y a un parlement libanais, il y a un système législatif, judiciaire, etc., libanais. Il y a même une armée libanaise. Il y a un ambassadeur du Liban aux Nations Unies, etc., etc. Et le Hezbollah, c'est le parti des chiites du Liban. Bon, vous pouvez dire, ils ont beaucoup de puissance. De fait, c'est eux qui gouvernent, gèrent, etc. et décident de ce qu'il en va au Liban. Nahon, peut-être, c'est vrai. Pas peut-être, c'est vrai. Mais ce n'est pas un État. C'est une organisation terroriste qui est devenue à dimension étatique avec une armée régulière de 50 000 terroristes, avec encore 50 000 de personnel de réserve, 100 000 en tout et pour tout, soutenu par l'Iran, etc., etc., peu importe, peu importe. Mais ce n'est pas un État. Il n'y a pas d'État Hezbollah. C'est un parti. C'est une fraction. Et donc, ça, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est que depuis 73, eh bien, la stratégie du monde arabe contre Israël, ce n'est plus de nous combattre par l'entremise d'États, mais par des organisations terroristes. Maintenant, où est-ce que ces organisations terroristes, elles vont s'établir? Eh bien, naturellement, là où il y a un vide. Ils essayent, l'Organisation de libération de la Palestine, l'ELP, de Yasser Arafat, s'établit d'abord en Jordanie. Septembre 70, elle essaye même de prendre le pouvoir en Jordanie. Le roi de Jordanie les expulse, les met à la porte. Ils passent par la Syrie. La Syrie ne veut pas les voir. Elle veut les soutenir, mais elle ne veut pas les voir sur son territoire. Et c'est pour ça que, très souvent, en passant par Israël pour échapper au massacre des Hachémites, ils arrivent en Syrie et ensuite
faisant une brève escale, ils s'établissent au Liban Sud, qui est très vite transformé en ce qu'on appelle le Fatahland. La fraction essentielle, principale de l'OLP, c'est le Fatah, euh, euh, avec à sa tête Arafat, naturellement, qui est aussi à la tête de l'OLP. Ils s'établissent le long de la frontière nord d'Israël et commencent. Et pourquoi est-ce qu'ils s'établissent là-bas? Eh bien, parce que le Liban ne peut pas refuser. Le Liban est en état trop faible, trop fragile, trop divisé entre différentes fractions, chiites, sunnites, druzes, maronites, etc., pour faire face à cette intrusion étrangère, armes en main, armée jusqu'aux dents, qui s'établissent aux dépens, tout d'abord, de la population libanaise, sur la frontière sud du Liban. Donc, cette même raison qui a fait du Liban le maillon faible de la coalition arabe pendant les 22 premières années d'existence d'Israël et qui l'a transformé en frontière la plus paisible d'Israël. Cette même raison, le fait qu'ils étaient le maillon faible du monde arabe, les a, les a rendus les plus, comment dire, faciles à pénétrer par les terroristes de Yasser Arafat en septembre 1970. Euh, et de là, tout d'un coup, le Liban devient, et à plus forte raison après 73, après la guerre de Kippour, le Liban devient la plateforme essentielle des attaques contre l'État hébreu. Un autre pôle terroriste se forme en Judée-Samarie. Pourquoi? Parce que là aussi, j'en parle pas beaucoup parce que je le dis seulement comment dire, comme partenaire, entre guillemets, de ce qui va se faire au Liban. Parce que là aussi, la présence israélienne, elle est certes, il y a l'armée, il y a le gouvernement militaire, mais on ne décide pas véritablement ce qu'on veut en faire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des centres, des éléments terroristes euh, qui, euh, 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 qui sont présents en Israël et qui viennent de Gaza, de Judée, de Samarie, etc., etc. Alors bon, tout d'abord, je propose de voir quelques faits, quelques exemples de ce qui se passe et vous voulez voir que véritablement, bon, j'imagine que vous êtes plus expérimenté que moi, mais il y a les noms des attentats qui résonnent encore dans nos oreilles. Ah oui, 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 ça je connais, je me rappelle, ou je ne me rappelle pas, oui, j'ai entendu, etc., etc. Premier attentat, le bus en, en mai 70 contre le bus des enfants de Avivim, Yaldei Avivim. Avivim, c'est un moshav au nord d'Israël. Les enfants qui prennent le bus pour aller à l'école, il y a un attentat, 12 morts, y compris 9 enfants. Quelques années plus tard, le 11 avril 74, attentat à Kiryat Shmona, avec 18 morts. Il y a même, il n'y a pas longtemps, une pièce de théâtre qui est sortie, ou une émission qui est sortie encore 50 ans après sur cet attentat. Le 5 mai 74, là, vous allez tous vous rappeler, c'est les Yaldei Maalot. Les Yaldei Maalot, c'est-à-dire les Yaldei, c'est pas vrai, les enfants, ils viennent de Tzfat. Ils étudient dans une école, dans un lycée de Tzfat, et ils sont partis en classe classe verte
à Maalot, et c'est là qu'ils sont pris en otage par des terroristes de l'organisation, enfin, une des fractions qui s'est détachée de l'OLP, le Front démocratique ou le Front populaire de la libération de la Palestine. Ils sont pris en otage. Il y a une opération de Sayeret Matkal qui tourne mal. Sur cela, il y a 23 morts, dont 22 enfants. 22 enfants qui sont tués, il y a plus de 60 blessés. Il y en a, le reste, ils sont tous libérés, naturellement, tous ceux qui sont restés en vie, mais on voit aussi que c'est quelque chose qui a laissé des traces ineffaçables sur le ethos israélien. Il y a plein d'attentats que je ne cite pas. Peut-être le dernier attentat et qui a fait le plus mal, c'est le Pigoua Kvish Achov. Moi, je dis Pigoua Kvish Achov, c'est l'attentat de la route côtière avec des terroristes qui ont débarqué sur un bateau moteur dans le kibbutz près du kibbutz de Magan Michael. Ils ont kidnappé un bus de Egged et en allant en direction de Tel Aviv, ils tiraient sur toutes les voitures qui roulaient à côté. Et pour finir, aussi sur les passagers du bus, pour finir, ils ont été liquidés et il y a eu 35 morts, 35 morts israéliens. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant, ce sont des fractions, ce qu'on appelle palestiniennes, qui se sont emparées du Liban Sud, et pas seulement du Liban Sud, de la côte à Tzor, Tyr, à Saïda. Ils sont présents aussi à Beyrouth. Ils ont des camps de formation, des camps d'entraînement, et ils ont leur QG, ils ont toutes leurs têtes, leurs commandants terroristes sont au Liban. Et, euh, et ils font tout cela. Pourquoi ils mènent cette guerre? Ils mènent cette guerre au nom de leur peuple, soi-disant, au nom des Arabes, de Judée, de Samarie et de Gaza. Donc là, un rapport naturel, on pourrait dire, entre le Liban occupé en partie par les sbires de Yasser Arafat et les Arabes de Judée, Samarie, de Gaza, qui, pour certains, euh, voient en ces terroristes leurs représentants, etc., etc. Bon, maintenant, naturellement, du côté israélien, il y a des opérations de représailles. Il y a des représailles, encore des opérations qui sont connues et qui résonnent chez nous comme des opérations de Aviv Nehorim contre le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine à Beyrouth, à Saïda, et l'opération la plus célèbre avant l'opération de paix en Galilée, la guerre véritablement première guerre du Liban, c'est Mifza Litani, une opération qui dure 3 mois, de mars jusqu'en juin 78, et qui mène Israël jusqu'au Litani, jusqu'à la rivière, c'est-à-dire quelques dizaines, vingtaines de kilomètres des frontières d'Israël, avec pour but de nettoyer de terroristes palestiniens toute cette zone. Chose intéressante, lorsqu'on revient, eh bien, on ne revient pas tout à fait. C'est-à-dire que on laisse derrière nous, on laisse derrière nous euh, une présence de milices, de phalanges pro-israéliennes, pas seulement chrétiennes, mais aussi chiites, aussi sunnites, le long de la frontière nord d'Israël, qui va devenir Tzadal, Tzva Drom Lebanon, l'armée du sud Liban, qui va aider Israël pendant les 22 ans à venir
à assurer la sécurité le long de sa frontière nord. Ça commence déjà après Mifta Litani, ça va se renforcer encore après la première guerre du Liban en 82, après 85. Mais donc, on voit que c'est une frontière qui se réchauffe jusqu'à ce que arrive la guerre du Liban. Il y a des pilonnages incessants d'Israël, de la frontière nord, de Kiryat Metula, Manara, Iriam, etc., Navia, etc. Et début juin 1982, c'est le début de la guerre du Liban. Maintenant, cette guerre, elle a deux buts. Il y a un but qui est déclaré, nettoyer tout l'espace de notre frontière et jusqu'à 40 kilomètres plus au nord de tous les terroristes de l'OLP et d'autres fractions qui existent là-bas. Ça, c'est le but déclaré. Maintenant, il y a trois buts qui ne sont pas déclarés. Le premier d'entre eux, c'est expulser totalement l'OLP, toutes les forces de l'OLP du Liban. Deuxième but, faire accéder au pouvoir au Liban Bachir Gemayel, nos alliés maronites, nos alliés chrétiens. Troisième but, faire signer la paix. Signer la paix entre Israël et ce Liban devenu allié grâce à l'élection de Bachir Gemayel. Bon, effectivement, après 2 mois et demi de combat assez intensif, en août 1982, on voit que Israël approche, a dépassé le but déclaré. On est déjà beaucoup plus loin que 40 kilomètres de nos frontières. Et puis, on approche aussi des buts qui n'ont pas été déclarés. L'OLP est mise à la porte. 15 000 terroristes palestiniens sont expulsés du Liban sur des paquebots français par le truchement de la diplomatie américaine. Et puis, ils partent pour la plupart au Tunis. En Tunis, c'est là qu'est établi le QG, etc., en Tunisie. Bon, maintenant, juillet 82, élection au Liban, c'est Bachir Gemayel qui est élu, le chef des chrétiens libanais. Il vient en visite à Naharia, et il voit Menachem Begin et Ariel Sharon, qui lui disent, écoute, il est temps de conclure la paix, etc., etc. On a tant fait pour soi. Bon, il revient à la maison, il gagne les élections, mais quelques semaines à peine après les élections, avant d'entrer en fonction, il est assassiné par les Syriens ou par quelqu'un qui est envoyé par les Syriens. Et après son assassinat, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après son assassinat, c'est la vengeance. C'est la vengeance des chrétiens contre qui? Contre les Palestiniens qu'ils voient comme responsables. C'est-à-dire, ils entrent à Sabra et Shatila, les massacres de Sabra et Shatila. Israël n'est pas à Sabra et Shatila, mais c'est sous notre juridiction, sous notre responsabilité. Cette guerre qui a uni au début le peuple juif, eh bien, ça devient une guerre qui divise, avec la gauche qui s'oppose, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc. Les manifestations sur Kikar Malché Israël, la place des rois d'Israël à Tel Aviv, etc., etc. Euh, C'est-à-dire, ça tourne mal. Mais, cela dit, ça tourne mal, ok. Et essayons de voir la bonne partie des choses. Après 3 ans, Israël se replie sur ce qu'on appelle la zone de sécurité, Retzoat Bitachon, qui va exister jusqu'en mai 2000, pendant 15 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette zone de sécurité? Ce qu'on nous dit très souvent, et ce que nous rappellent les journalistes, etc., c'est que cette zone de sécurité nous a coûté des soldats, elle nous a saigné à blanc avec des soldats qui n'arrêtaient pas. C'est vrai. Pendant 18 ans de l'existence véritable, depuis 1982, il y a 250 soldats
qui sont tombés au Liban. Et ensuite, jusqu'à 2000, il y a encore 900 et quelques soldats qui sont tombés. C'est-à-dire, en 18 ans, 900 soldats. C'est peu ou beaucoup? Bien sûr, c'est énorme. Mais la question est toujours avec quoi on compare. Pourquoi? Et quel est le résultat? Eh bien, le résultat, il était très simple. Pendant 15 ans de l'existence de cette zone de sécurité, aucune infiltration terroriste quelconque, que ce soit des Palestiniens ou du Hezbollah, qui est né en 84, 85, on va en parler, à l'exception d'une d'une infiltration pas hélicoptère, mais par aéroplane, aucune pendant 15 ans, aucune infiltration. À la différence de quoi? À la différence des années 70. On regarde les années 70, il y avait plein d'infiltrations terroristes qui nous ont coûté très très cher, jusqu'à Tel Aviv pratiquement, avec l'autobus de Kvishakov. C'est-à-dire, c'était difficile. Et là, pendant 15 ans, Shum Davar. Shum Davar. On était là-bas pas seul. On avait un allié. Quel était l'allié? C'était Tzva Drom Levanon, du général Lahad, où servaient qui? Pas seulement des chrétiens. Il y avait des forces chiites et des forces sunnites aussi, qui servaient aux côtés des chrétiens et aux côtés de Tzahal pour contenir les ennemis d'Israël et conserver une sorte d'indépendance et d'autonomie libanaise au Liban Sud. Il faut savoir que jusqu'à l'arrivée sur le terrain du Hezbollah, les chiites, c'était le groupe le plus calme de toutes les fractions libanaises. C'est étrange de l'entendre maintenant, mais les chiites, ils étaient les plus apathiques. Ils étaient mal vus des sunnites, ils se tenaient au carreau, comme on dit, ils se tenaient à l'écart un peu de ce qui s'est passé. Et donc là, on voit que jusqu'en 82, il y a euh, une frontière très chaude et où la pression et comment on dit pas la pression, mais le feu est maintenu par des terroristes palestiniens contre Israël au nom de la cause palestinienne, etc., etc. Bon, maintenant, 82, on pourrait dire, ils sont expulsés. Peut-être ça va se calmer. Peut-être ça va se calmer. Mais non, ce qui se passe, c'est que déjà en 82-83, commencent à se monter des groupuscules qui font scission du mouvement Amal, c'est-à-dire le parti chiite libanais avec Nabi Berri, qui sont représentés au Parlement libanais, qui sont le speaker, le porte-parole, c'est-à-dire le chef du Parlement libanais. C'est la fonction qu'ils occupent depuis le pacte du Liban en 1940, où les fonctions sont divisées entre les différentes. Les maronites, c'est toujours le président. Les sunnites, c'est toujours le premier ministre. Les chiites, c'est toujours le chef du Parlement, etc. Bon. Euh, euh, donc, font scission du Hamal, d'abord ce qu'on appelle Ayatollah Fadlallah, qui commence à fonder une fraction à part. Qui est-ce qui soutient cette fraction? L'Iran. L'Iran envoie en 82 1500 terroristes des gardes de la révolution, Mishmarota Ma'apecha, pour former, pour entraîner, pour endoctriner et pour bâtir à long terme
ce qui va devenir le Hezbollah d'aujourd'hui. Maintenant, le premier prix, qui est-ce qui paye le premier prix de cette organisation? Eh bien, naturellement, c'est la communauté juive. On en a parlé la dernière fois. La communauté juive est décimée. Ses leaders sont pris en otage et assassinés l'un après l'autre par des terroristes du Hezbollah. Euh, Salim Jamous, Yitzhak Sasson, Dr. Eli Khaït, Eli Sror, Chaim Cohen, oui, je crois Nadia ou Nadine, on a parlé la dernière fois, Chaim Cohen qui était le père de Eddie Cohen, le commentateur, le journaliste et l'orientaliste d'Israël très connu aujourd'hui, très connu sur les réseaux, eh bien, ils sont tous séquestrés et mis à mort. Et pour beaucoup, leurs corps ont disparu. Et c'est ainsi que prend fin la communauté juive de Beyrouth et pour beaucoup aussi de tout le Liban. Avec la naissance du Hezbollah, c'est la mort des juifs libanais. Ça, c'est la première chose. Euh, et puis, deuxième chose, on voit, on en a parlé déjà, maintenant, il y a encore des Palestiniens qui sont restés là-bas, des groupuscules terroristes qui sont restés. Les fronts de libération, les fronts démocratiques de libération, Ahmed Djibril, Georges Abache, ils sont encore là-bas. Et on en a parlé à d'autres occasions, ils prennent en otage des soldats israéliens. Suite à quoi, il y a des iskaot, des deals pour la libération de ces soldats, de ces trois soldats. L'affaire la plus connue, c'est en 1985. Trois soldats israéliens sont échangés contre 1150 terroristes. Maintenant, parmi ces terroristes, on a aussi parlé, vous avez Ahmed Yassine. Ahmed Yassine est libéré. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Gaza. Et à Gaza, il fonde le Hamas. Djibril Rajoub est libéré. Il va ensuite devenir le chef des services de sécurité de Arafat, etc. Donc, on voit que ce qui se passe au Liban se répercute à moyen et long terme sur la Judée-Samarie. Pourquoi? Parce que ces 1150 terroristes, pour la plupart, ils sont libérés où? En Judée, en Samarie et à Gaza. Ils ne sont pas mis à la porte. L'essentiel, il reste ici. Et donc, on voit, il y a cette nébuleuse des terroristes, de l'agression terroriste, du FPLP, FDLP, OLP, Hezbollah d'un côté et Hamas et des groupuscules en Judée-Samarie qui euh, se communiquent avec des actions qui sont menées au Liban Sud qui font, font promouvoir le terrorisme à Gaza et en Judée-Samarie. Maintenant, le, le cas le plus flagrant de cette synchronisation entre entre, entre le Hezbollah et le Hamas, eh bien, on va le voir, pas seulement le Hamas, mais aussi tous les mouvements terroristes de Judée-Samarie, on va le voir, c'est avec le gars, hein, j'espère que c'est là, non? Oui. C'est euh, avec la fuite du Liban Sud, véritablement la débandade du 24 mai 2000 avec pour Premier ministre Ehud Barak, qui, après avoir promis dans sa campagne électorale de 99
de mettre fin au conflit euh, à toutes nos frontières, eh bien, essaye de tenir parole et face aux actes terroristes du Hezbollah, eh bien, il donne ordre le 24 mai 2000 de se replier en moins à Tzal, de se replier du Liban Sud, et en moins de 24 heures, Tzal bat en retraite, et c'est pas vraiment une retraite, pourquoi? Parce que derrière nous, on laisse toutes les armes pratiquement. C'est pas seulement qu'on laisse derrière nous nos alliés pendant plus de 20 ans de l'armée du Liban Sud, on laisse derrière nous des armes, des munitions, tout ce que vous voulez. On retourne à la maison, on ferme la frontière, et Ehud Barak de déclarer essayer de tirer, ne serait-ce maintenant qu'on est revenu à la frontière internationale, eh bien, le premier tir, je sais pas moi, d'artillerie qui viendra du Liban Sud, eh bien, ce sera casus belli. Ce sera une raison de déclarer la guerre et, et, et voilà. Eh bien, on sait ce qui s'est passé véritablement. 133 jours après cette débandade, eh bien, le Hezbollah tue 3 soldats de Tzahal, 3 soldats du génie, à Hardov. Et c'est pas seulement qu'ils les tuent, mais ils enlèvent leur corps. Le corps de ces 3 soldats, on serait en droit de s'attendre à une réponse israélienne, comme nous l'a promis le Premier ministre. Efes Tchouva, aucune réponse. Aucune réponse. Euh, la réponse euh, n'arrivera pas non plus face à une explosion beaucoup plus forte. Parce que avant l'enlèvement et le meurtre de ces 3 soldats, il s'est passé une explosion encore beaucoup plus forte, mais pas au Liban. Il s'est passé en Judée-Samarie, ce qu'on appelle Milchemet Oslo, ou la guerre d'Oslo, ou plus mal nommée, la, l'intifada Ashniya. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais très souvent, surtout les journalistes, ils aimaient beaucoup dire que c'est à cause de Sharon, le Premier ministre, qui, accompagné de députés de la Knesset, est monté sur le mont du Temple. Quelle provocation! Immédiatement, Arafat a réagi, les Arabes de Judée-Samarie ont réagi et ont commencé une vague de terroristes, d'attentats suicides qui nous a coûté au bout du compte plus de 1200 tués, 1200 morts. Quelque chose des chiffres qui nous rappellent Simchat Torah, dernier Simchat Torah. Et, euh, et jusque-là, vous voyez, en tout cas au début, c'était présenté comme cette tête brûlée de Sharon qui nous a encore fait des tracasses avec ses provocations, etc., etc. Mais lorsqu'on regarde ce qui a été dit, ce qui a été dit par les représentants arabes eux-mêmes, on voit que la guerre d'Oslo et cette vague de terrorisme sans précédent était la suite logique et inévitable, la suite inévitable de la débandade du Liban Sud. Je cite, Abou Ala, président du Conseil législatif de la Réchouta Palestine, comme ça ce sera plus facile à lire, il vient avant le départ du Liban. Il sait ce qui va se passer. Il vient voir, il a entendu parler, encore une fois, avant le 25 mai. Il vient au domicile du député Uri Savir. Vous vous rappelez, Ken, il était à l'époque où là, il était député. Avant cela, il était directeur en chef du ministère des Affaires étrangères, l'un des
architectes centraux des accords d'Oslo, qu'est-ce qu'il vient lui dire, ce Abouallah? La question de savoir comment vous allez quitter le Liban, a expliqué Abouallah à Savir. Les Palestiniens diront que les Israéliens ont obtenu de notre part un accord selon lequel nous tuons des Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne tue des Palestiniens du Hamas au profit pour garantir la sécurité d'Israël. Mais qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'ils reçoivent en échange? Nous n'obtenons qu'un réajustement territorial. Ah, quelques terres de A, territoire A, B. Mais de notre côté, le Hezbollah a tué des soldats israéliens et maintenant, ils obtiennent un retrait israélien total sur les lignes de 1967. Le message adressé à chaque Palestinien sera clair. Tuez des Israéliens, vous recevrez des territoires. Abou Allah n'a laissé aucun doute. Si c'est ainsi que se déroule le retrait, tôt ou tard, la violence éclatera. Encore une fois, il le dit en mai 2000, avant le retrait et, à plus forte raison, avant la vague de terrorisme qui a déferlé sur Israël depuis septembre 2000. Mais maintenant, regardez, c'est pas pour rien que c'est arrivé. C'est pas pour rien parce qu'ils se sont pas, c'est pas seulement qu'ils ont vu ce qui s'est passé, mais écoutez le discours de Hassan Nasrallah à Bin Jbeil. Quand est-ce qu'il a dit ce discours? Le lendemain du repli israélien. Il l'a dit le 26 mai 2000. Il dit la chose suivante. Nous dédions cette victoire à nos frères opprimés en Palestine. Depuis la ville libérée de Bin Jbeil. Bin Jbeil, c'est une ville au Liban Sud. Il n'a pas peur. Il ne parle pas de son bunker. Il parle à ciel ouvert. Bin Jbeil, à peine un tir de canon de la frontière israélienne. Je m'adresse au peuple palestinien opprimé, humilié et souffrant. Notre peuple en Palestine, votre destin est entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Vous pouvez récupérer votre territoire avec de la volonté par la voie de Izzeddin al-Qassam, le modèle du terrorisme, l'origine du terrorisme, des terrorismes de l'époque encore de Khajamin el-Husseini, le terroriste arabe de Haïfa des années 20. Oui, le chemin vers la Palestine et votre liberté, peuple palestinien, c'est celui de la résistance, Muqawma, et de l'insurrection, Intifada, une résistance sérieuse, une insurrection réelle, pas une intifada sous l'ombre de Oslo. Tout comme au Liban, tout le peuple a refusé d'accepter que même une petite partie de leurs terres demeure occupée par Israël. Nous proposons ce noble modèle libanais à nos frères en Palestine. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Prenez les armes, Khaverim. Il y avait à l'époque, entre les Arabes de Judée, Samarie et Gaza, il y avait une machloket, une controverse. Quelle était la voie? Est-ce qu'il fallait mêler le terrorisme et la diplomatie ou est-ce qu'il fallait uniquement parler la voie des bombes et des attentats? Et naturellement, Hamas était du côté des bombes et des attentats et Yasser Arafat, il était du côté des bombes et de la diplomatie. Diplomatie et les bombes. Mais là, ce que dit Nasrallah, il dit non, non, non. Laissez de côté Oslo, laissez tomber tout cela. Regardez-moi, regardez-moi. J'ai obtenu la libération totale des terres libanaises uniquement par la Muqawama, par la résistance, par l'intifada. Oh, hein, je connais. Je vous ai fait affaire de même. Maintenant, la fin de son discours, vous allez la reconnaître. C'est euh, c'est la seule partie de ce discours qui est citée, à savoir, dans la presse israélienne, très souvent. Il y a chose suivante. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Palestine, je vous le dis,
Israël, avec son arme nucléaire et ses avions les plus puissants de la région, par la vie d'Allah, est plus faible qu'une toile d'araignée. Par la vie d'Allah est le plus faible qu'une toile d'araignée, ce qu'on appelle le discours des toiles d'araignée. Neuma Kavishim. Mais l'essentiel de ce discours, c'est écoutez, faites comme moi, résistance, les armes à la main, laissez de côté la diplomatie, laissez les pourparlers uniquement par les armes. Et maintenant, euh, je vous cite Arafat et Marchement Vézichron en personne. Il dit à chose suivante. La deuxième intifada a éclaté le 28 septembre 2000, 4 mois après le retrait du Liban. La veille, Ariel Sharon est monté sur le mont du Temple, accompagné de Roubi Rivlin, Ayoub Kra et d'autres députés. Mais cela n'était qu'un catalyseur, qu'un prétexte pour une décision déjà façonnée par la direction palestinienne. Le problème était, comme l'a exprimé Arafat à la fin d'octobre 2000, que le Hezbollah est présenté comme un héros, comme des héros, et les Palestiniens comme des perdants. Le Hezbollah, c'est les fidèles de Salah al-Din, l'épée en main. Et les gens de Arafat, ils négocient, ils sont là, ils sont ci, ils sont là. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une chose très simple. C'est, on parle aujourd'hui de l'union des fronts. Eh bien, à l'époque, il y avait déjà l'union des fronts et des fronts terroristes, où ce qui s'est passé au Liban servait d'exemple à ce qui se produisait en Judée, Samarie et à Gaza immédiatement après. Une vague sans précédent de terrorisme qui a déferlé sur Israël, avec, on le sait, avec des bus, des supermarchés, des discothèques, des hôtels, etc., etc., etc. Ça a pris près de 2 ans ensuite à Israël de réagir avec la montée au pouvoir de Sharon. Et encore, il n'a pas réagi tout de suite, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Euh, euh, mais on voit ce que nous a coûté la sortie du Liban. C'est-à-dire la sortie du Liban nous a pas seulement coûté la perte de fait de souveraineté sur notre frontière nord, avec la seconde guerre du Liban qui s'annonçait, qui s'annonçait, etc. Elle nous a coûté une vague d'attentats terribles dans le ventre creux du pays, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Netanya, à Beersheba, partout, Haïfa, partout, pratiquement dans toutes les grandes villes. Euh, Maintenant, je voudrais citer encore Efi Etam, qui parle maintenant de son appréciation de général qui était commandant de ce qu'on appelle de la Ougda, du corps d'armée Etzba Galil, le Metula Kiryat Shmona, là-bas, il dit la chose suivante. Si ce n'est pour leur influence profonde jusqu'à nos jours, ça il parle déjà il y a quelques années. Si ce n'est pour leur influence plus forte, profonde jusqu'à nos jours, la conception qui a conduit à cette fuite tragique du Liban, la première, la première dans l'histoire de Tsahal, fruit d'une théorie nouvelle qui peut se résumer par nous fuirons et nous annoncerons que nous avons gagné, une théorie d'un orgueil sans précédent de Ehud Barak, euh, euh, résonne encore aujourd'hui dans tous les théâtres d'opération de Tsahal, dans ses résultats opérationnels et dans la dynamique des relations entre lui et la société israélienne. Je déclare ici catégoriquement, sur la base de mon expérience opérationnelle dans tous les conflits auxquels j'ai participé, et en tant que commandant de cette région, Tsahal aurait pu et dû continuer à se battre dans la zone de sécurité. Il aurait réussi de manière croissante et aurait vaincu le Hezbollah alors qu'il était encore en train de germer seulement. Le Hezbollah, à un moment où ceux qui se trouvent actuellement à nos frontières nord et sud étaient en développement. Si la conscience d'un désastre injustifié n'avait pas vaincu les commandants de Tsahal, nous serions aujourd'hui dans une position stratégique tout à fait différente. Quelle était cette conscience
dans des astres injustifiés, eh bien, on se rappelle tous des Arba Imaot, les quatre mères, les quatre mères qui ont présenté notre présence au Liban Sud comme la source de tous nos maux, avec des slogans du genre La Tzed Beshalom Milevanon, etc., 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 qui étaient complètement soutenus et supportés par la presse qui avait le tapis rouge sur la radio avec Carmela Menaché, avec Sheli Yachimovic, qui leur donnait la parole presque toutes les heures, toutes les émissions, etc. Et pour finir, ça a fait plier le commandant de Tzal, alors qu'au début, tout le monde s'opposait à ça. Avec à leur tête, ceux qui s'opposaient, c'était pas seulement Alouf et Itam, mais Erez Gerstein. Erez Gerstein qui disait que s'il y a une chose qui nous affaiblit et qui affaiblit nos soldats, eh bien, c'est les Arba Imaot. On voit ceux qui ont pris exemple sur eux aujourd'hui, qui, malgré la guerre, continuent à manifester à tous les. Bon, Baruch Hashem, en nombre beaucoup plus petit qu'il y a un an, mais quand même, eh bien, c'est ce qui a fait plier Tsahal et c'est ce qui a rendu Tsahal aussi réticent, surtout lorsqu'on le compare au Pétus de 1982, lorsqu'on voit, on cite Menachem Begin, toutes les nations doivent prendre note. Quiconque se lève et déclare que son désir et son ambition de détruire l'État juif, alors le peuple juif, Yigzor et Goralo, va sceller son sort. C'est-à-dire, pour bien moins que les attentats du Delphinarium de 2001, pour bien moins que les attentats du Parc Hôtel à Leila Seder de 2002, pour bien moins que ça, Menachem Begin et Tzahal partaient en guerre. Mais après comment dire, la piqûre de nouvelles conceptions, de faiblesse, de contenir l'ennemi et de ne pas le vaincre, qu'on a reçu avec Oslo et ensuite avec comment dire, le retrait unilatéral de mai 2005 avec Ehud Barak et ensuite avec le Girouche de Gush Katif et la destruction des Yishuvim de Gush Katif et du nord de Samarie, eh bien, entre parenthèses, c'est pas seulement entre parenthèses, encore une fois, ce qui s'est passé à Gaza en 2005, ça a donné suite à la guerre, deuxième guerre du Liban en 2006. On voit que le lien continue. En 2000, la guerre, le départ unilatéral de 2000, eh bien, 4 mois après, c'est la guerre, c'est la déferlante des terroristes en Judée-Samarie et à Gaza. Et ensuite, 2005, c'est Girouche Gush Katif, l'éviction des Juifs de Gush Katif. Et 2006, c'est la seconde guerre du Liban. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas meilleure preuve qu'Israël est devenu aussi fragile qu'une toile d'araignée que le départ de le départ de Gush Katif. Maintenant, quelques conclusions. Quelques conclusions qu'il faut avoir. Il faut avoir. Tout d'abord, au niveau historique, il faut comprendre que voilà 54 ans, il y a les deux fronts, les deux pôles essentiels qui se sont établis au nord et au sud d'Israël et au centre d'Israël, entre d'abord l'OLP et ensuite le Hezbollah au nord et le Hamas et le Fatah et les groupuscules terroristes palestiniens à Gaza et en Judée-Samarie. Ça, c'est une première chose.
Et c'est une stratégie de la mukawama, de la résistance, entre guillemets, terroriste, par des organisations terroristes, sous l'égide, il faut le dire, sous l'égide de l'Iran. Ils sont soutenus, ils sont financés, ils sont formés sous le parapluie du régime des ayatollahs. Il y a un lien réciproque entre le Liban et Judée-Samarie. Il y a une cause essentielle au renforcement de ces groupuscules. Eh bien, il n'y a rien qui les renforce plus que le retrait d'Israël. Le retrait d'Israël, c'est-à-dire, c'est pas une perte de territoire. C'est pas seulement un déshonneur, une chose prépondérante aux yeux arabes musulmans, mais c'est avant tout une poussée d'énergie, une invitation à attaquer Israël sur tous les autres fronts. Et lorsqu'on découvre notre flanc et notre faiblesse au nord, eh bien, ça invite immédiatement des actions au sud et au centre. Et à plus forte raison, on voit que tout territoire qui a plus forte raison appartient à Eretz Israël, biblique et historique, dont Israël se replie, ça devient pas seulement une plateforme, ça devient une base où s'établissent sur terre et sous terre les mouvements terroristes et qui est très, très, très difficile à récupérer. Mais ça nous donne aussi à penser de manière logique que si la cause de tous nos maux, c'est le retrait et la perte de territoire, tant au niveau géographique, spirituel, historique, stratégique, à tous les niveaux, eh bien, une reprise, un retour sur ces territoires, c'est la base de toute solution à nos problèmes, à nos problèmes. Et encore une chose très, très importante qu'il faut voir, c'est que quelle est la variable indépendante, la variable essentielle de tout ce qui se passe à nos frontières? Eh bien, c'est l'état de notre force ou faiblesse intérieure. On a quitté le Liban par faiblesse. On a quitté le Liban par peur. On a quitté le Liban par aveuglement, par le mouvement des Arba Imaot, qui avec une kol avec tout le respect dû, on fait œuvre de meraglim dans le peuple, meraglim dans le sens de la parashat Shelach, qui disait nous n'avons pas la force, et pourquoi, etc., etc., et qui ont péché de voir les conséquences de ce retrait, qui ont délibérément fait fi de ce que nous disaient nos ennemis, qu'ils voulaient nous détruire, qu'ils voulaient nous conquérir, qu'ils voulaient, etc., etc., etc. Okay? Donc c'est une faiblesse intérieure qui nous a fait partir du Liban, une faiblesse intérieure, une division intérieure qui nous a fait partir de Gaza et dont la conséquence, c'est la guerre qu'on mène aujourd'hui depuis un an. Mais il y a aussi un point optimiste à tout cela, on le voit, c'est que j'aime, comme on le dit le Rabbi Nachman, que j'aime, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. Si tu crois qu'on peut porter dommage, eh bien, et foi qu'on peut aussi réparer. Et on peut aussi réparer, c'est pas facile, mais on a la force et je pense que l'essentiel qui nous donne force à réparer, eh bien, c'est encore une fois cette variable intérieure, cette unité qu'on est en train de regagner, cette foi qu'on est en train de se refaire à l'intérieur et cette compréhension, cette sortie de l'aveuglement qu'on est en train de reconquérir à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur d'Israël. At Kan.
Je vous laisse la parole. Yofi, Toudaraba Eliezer. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro, poser vos questions. Oui, bonjour. Maxime Kononko de Chako. Une petite question. Il y a tous les jours au Liban en ce moment des funérailles qu'on voit et il y a des centaines de terroristes autour et on les laisse faire. Là, ce serait peut-être une occasion de leur envoyer une bombinette, non? Bien sûr, c'est ce que disent tous les commentateurs, tous les programmes, que ce soit Abou Ali Express, que ce soit Guy Bechor et bien d'autres. Eh bien, je crois que ça prend du temps. Ça prend du temps de changer de disquette. Et on est en train de le changer. C'est l'opération avec les beepers, l'opération avec les appareils de communication, etc., les bombes qu'on balance là-bas, les grosses bombes, il y a véritablement, pas seulement un début, mais un changement de stratégie. C'est-à-dire, Israël, depuis des décennies, n'a plus agi de manière à neutraliser des milliers de terroristes en une heure. Vous comprenez? Alors, naturellement, je suis d'accord avec vous, il faut faire encore plus, etc., etc. Mais là, euh, je voudrais citer, il faudrait véritablement reprendre la volonté et le goût de la victoire. On veuille vaincre. Je veux entendre le plus en plus, on doit entendre de plus en plus de généraux dire qu'on veut prendre des territoires, dire qu'on veut vaincre l'ennemi et pas arriver à un esder, un arrangement. Et la commission de Vinograd, qui a fait suite à la guerre de 2006, eh bien, elle parlait là-bas de beaucoup de choses. Une des choses qu'elle a dit, elle parlait d'une crainte intrinsèque de conquête de territoire. C'est-à-dire que Tzal, après, a été, s'est greffé sur Tzal une peur intrinsèque de prendre de territoire. Pourquoi? Parce que après 67, on nous a endoctrinés avec différents, entre guillemets, spécialistes, endocrinés dans l'esprit que les territoires, c'est la source de tout nouveau, la guerre des 6 jours, ouf, si on n'avait pas ça, etc., etc. Regardez qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Arabes, etc., etc. Et, mais tu ne peux pas gagner une guerre sans prendre des territoires. Et donc là, j'espère qu'on est en train de faire le pas vers la volonté de victoire, vers la volonté de conquérir des territoires. Et à plus forte raison, aussi, ce que vous dites. Mais ce que vous dites, c'est aussi insuffisant. Pourquoi? Parce que ce qui leur manque, ce n'est pas la main-d'œuvre. Ce n'est pas la main-d'œuvre. Certes, c'est très important de les avoir tous liquidés. Hyper important parce que ça a pris 50 ans pour former quelqu'un, un terroriste comme Ikal, Marchemont. Ça a pris des dizaines d'années pour former tous ces terroristes. Mais ce n'est pas ce qui leur fait le plus mal. En conclusion, en 2005, qu'est-ce qui se passe? On n'aurait pas dû partir ni de Gaza, ni du Liban. Ni du Gaza, ni du Liban. C'était pour une, le paroxysme de l'aveuglement du post-sionisme. C'est-à-dire l'incapacité, effectivement, de voir l'ennemi, de respecter l'ennemi. On nous parle toujours du respect. Eh bien, il y a une chose qui n'est pas moins importante, c'est savoir respecter son ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'ennemi? Le croire quand il te dit quelque chose. Quand il te parle de ses intentions, il faut le croire, il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux Nasrallah, il faut prendre au sérieux, je ne veux même pas citer leur nom, le Hamas, il faut prendre au sérieux l'Iran, il faut prendre au sérieux nos ennemis et se préparer en conséquence. Est-ce que le point pivot, c'est une attaque sur Beyrouth? Pardon? Est-ce que le point pivot, c'est une attaque sur Beyrouth? Euh, oui, mais pas seulement, parce qu'encore une fois, une attaque sur Beyrouth, on a déjà vu ce film. On a déjà vu ce film, mais si on ne reste pas au Liban,
ils vont reprendre position là-bas parce que personne ne peut s'égaler, ne peut faire face au Hezbollah aujourd'hui au Liban. L'armée libanaise, les forces sunnites, ils sont beaucoup plus faibles. Ils n'ont pas 100 000 hommes en réserve, vous comprenez? Et bien, alors, on va bombarder le Liban, on va faire ci, on va faire ça. Mais peut-être ça va leur faire prendre un tel coup qu'ils vont se calmer pour quelques années. Mais ce n'est pas la solution à long terme. À long terme, la solution, c'est d'élargir nos frontières. Et si on n'élargit pas nos frontières, elles vont se rétrécir. C'est la première fois, il faut le savoir, c'est la première fois depuis 1920, l'année où l'attaque de Trumpeldor à Tel Haï, que Metula et Kfar Giladi sont évacués. Vous comprenez? Et là, il y a 70 000 habitants israéliens qui ont évacué des dizaines de moshavim, de kibbutzim, de villes. Ça ne s'est jamais passé depuis 104 ans. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, soit notre frontière, elle va se rétrécir, soit elle va s'élargir. Il n'y a pas de status quo à cela. Il n'y a pas aucun status quo. Et quoi que disent Macron et je ne sais pas quels autres. Pourquoi ils ont si peur, les Israéliens? Iran. Mon épouse demande pourquoi ils ont si peur, les Israéliens, par rapport à l'Iran. Non. Les Israéliens, je crois pas qu'on a peur. Je crois pas qu'on a peur. Je crois qu'on est en train de faire mutation entre une stratégie du status quo, entre une stratégie accent sur l'économique, le social, le scientifique, le Startup Nation, en essayant de faire abstraction de nos frontières. Et puis tout d'un coup, là, on nous a frappé sur la porte au dire coucou, ici, c'est pas le Liechtenstein. Est-ce que Netanyahou il était à la hauteur? Bah ouais. Euh, pour l'instant, hein, pour l'instant, c'est celui qui a comment dire, Tiens, les les rênes. rênes du pouvoir, les rênes du pouvoir, et avec toutes les critiques qu'on peut avoir à son égard. Et je pense que la plus grande critique, c'est que finalement, c'est le Premier ministre du statu quo. C'est le Premier ministre avec tous les alibis qu'il a, et il en a énormément, euh, qui a laissé se développer cette situation. C'est pas lui qui a fait la Hitnatrout, c'est pas lui qui a quitté le Liban, c'est pas lui euh, euh, qui a laissé se développer l'Iran, qui a fait l'Iran, etc., etc. C'est pas lui, Nahon, mais c'est durant ses mandats, depuis 2007 et jusqu'à nos jours, que se sont développés ces deux monstres énormes à nos frontières. Maintenant, de notre côté, c'est lui qui, personnellement, je pense que mieux que toute autre personne présente aujourd'hui dans la sphère politique, qui est certainement beaucoup mieux que notre système judiciaire, qui, tant bien que mal, mène la barque. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui seraient à la hauteur de la situation, à votre avis? Non. Une relève? Je pense que là, il faut prendre un peu de perspective. La dernière grande claque qu'on a reçue en Israël, c'était en 1973 avec la guerre du Kippour. Mhm. Maintenant, après la guerre du Kippour, euh, il y a eu des élections. Il y a eu des élections en 73, 74, pardon. Mhm. Il devait y avoir des élections en 73, mais ils ont été reportées du fait de la guerre. Début 74, il y a des élections. Et quel est le parti qui le gagne haut la main? Le La Parti droite. travailliste. Non, Hein? non, Ah le non? Parti travailliste. Le Parti travailliste. Donc, encore une fois,
c'est Yitzhak Rabin. C'est le premier mandat de Yitzhak Rabin. Ensuite, il va falloir attendre encore 2 ans, plus de 2 ans, pour voir la victoire de Menachem Begin, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Ken, c'est pas si simple. Maintenant, les processus entamés qui ont commencé à germer en 1973, eh bien, ça leur a pris des années, des années, des années pour fleurir. Maintenant, ce qui s'est passé il y a un an, le 7 octobre, Ken, Shabbat, Simchat Torah, eh bien, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus grand dans tous les sens du terme. C'est la plus grande, le plus grand, comment dire, catastrophe vécue par Israël du temps de son existence. Okay? Donc, naturellement, il faut savoir que ça va germer. Maintenant, si vous posez la question, est-ce que je regarde les sondages électoraux en Israël? Je vous admets, je ne les regarde même pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Et je vous le dis entre nous. J'ai demandé à Amit Segal, tu crois dans ces sondages? Il me dit non. Non, Amit Segal, celui qui est, il dit non. Non, j'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? Parce que c'est les sondages sur les forces en présence. Mais les forces qui vont naître après que un peu, comment dire, la poussière va retomber, ça va être d'autres forces politiques, idéologiques, etc. Ça va être tout à fait différent. Maintenant, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, le choix qu'on a, ce n'est pas un choix entre Guidon Sar et Yoav Galant. Non, c'est l'osé. Enfin, peut-être pour l'instant, oui, mais ce n'est pas le grand choix. C'est ni entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, et Lapid, et Lieberman, et Bennett. Non, c'est Ota Daïs, c'est-à-dire ce qui va prendre, ce qui va se cristalliser, mais c'est quelque chose de tout à fait différent qui va refléter les forces qui sont en train de naître aujourd'hui, au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau spirituel, au niveau juif, au niveau identitaire avant tout. Mais ça va prendre du temps. Donc là, il faut reprendre son haleine. On est en train de vivre une époque où le peuple est en train de se recristalliser, où le peuple est en train de ressortir de ses illusions, de comprendre et de retrouver ses forces et sa foi en ses forces et sa foi en Dieu aussi. Il faut lire les sondages. Ils sont dingues. Ils sont très forts. On voit, il y a des mouvements. Et regardez aussi les chansons. Regardez les chansons. Ça, c'est des choses qui ont une influence invraisemblable. Il y a des choses, il y a quelque chose qui se passe au niveau très, très profond. Je regarde encore les questions qui sont là. En conclusion, les erreurs passées ne seraient pas si graves si on ne les renouvelle pas. Il ne faut pas les renouveler. Netanyahu a été élu démocratiquement. Dans la mentalité arabe, les frontières n'existent pas, Nahon. Nahon, c'est-à-dire dans la mentalité de la Torah, les frontières n'existent pas non plus. Regardez les frontières qu'on a dans la Torah, c'est des frontières qui changent. Israël, l'État d'Israël, on n'a pas passé 15 ans avec les mêmes frontières. 48, c'était pas les frontières de 56, c'est pas les frontières de 67, c'est pas les frontières de 73, c'est pas les frontières de 82, c'était pas chaque fois, toutes les quelques années, elles changeaient. Et c'est quoi? Mais c'est quoi? Ces frontières, elles reflètent notre état intérieur. Okay? Tzedek tzedek tirdof, leman tiryev yarash tetar. Poursuis la justice pour que tu vives et que tu hérites de la terre. C'est-à-dire l'héritage de la terre, il est fonction de ton état intérieur, ton état de justice, ton état de légitimité, de bon droit intérieur. Laissons les goïms accuser le premier ministre, mais pas nous, pas en ce moment. D'accord. Oui, je suis d'accord. Il faut être critique, il faut être ci, il faut ça. Mais au bout du compte, là, il y a une unité qui est très, très importante.
Et pour nos ennemis, la seule défaite, c'est quand ils perdent de la terre, quand ils perdent Exactement. des territoires. Mais Ils perdent de la terre. Oui, oui. est-ce qu'en ce moment, Apprends. on n'est pas en train d'attendre l'éventuelle élection de Trump pour y aller à fond? Ken, mais là, on n'a pas, je ne pense pas qu'il faut placer beaucoup d'espoir dans cela. Véritablement, on a d'autres alternatives. On doit pas avoir peur on doit pas vivre dans les limites de la réalité telle qu'elle est présente. On doit donner naissance et donner à des cartes qui dépassent celles terrestres. Comprenez? Et voilà, Ken, je ne veux pas employer des slogans, etc. Mais effectivement, euh, la Torah nous présente d'autres cartes. Quand je dis Torah, eh bien, pas seulement dans le sens individuel, mais surtout dans le sens collectif, dans le sens national. Et quand on lit le Rav Kook, Oroth, des révolutions intérieures à venir, Seif Memdal 44 dans Oroth, les derniers séifim de Oroth Tchouva, eh bien, vous voyez quelque chose qui peut servir de guide beaucoup plus que les dernières analyses euh, dans les médias. Et aussi, Oroth Milchama, vous lisez, c'est-à-dire, ça va prendre du temps. Il faut reprendre son souffle. Mais là, on nous prépare. C'est-à-dire, regardez, ce qui s'est passé il y a 3 jours, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à des coups comme ça. Des coups un après l'autre. Un après l'autre. Des liquidations comme ça, etc. Waouh! Waouh! C'est-à-dire qu'on voit qu'on doit être prêt à quelque chose qui dépasse même notre imagination. Bezrat Hashem. Amen. Voilà, Tov, merci. Non, je pense qu'on va se parler encore avant Rosh Hashanah, mais sinon, Shana Tova, Iva Chetima Tova. Sorot Tov. Shana Tova, Toda Rabba. Amen.